Bonjour à toutes et à tous d'être présents. Rapidement, petite table ronde pour parler de santé globale et de en quoi potentiellement la sécurité sociale de l'alimentation pourrait être un levier. Donc on n'a pas de certitude, hein, mais on va essayer d'explorer ça. On se posait une question, on avait envie d'avoir un petit peu la typologie de la salle. Donc je vais vous poser sommairement 3 petites questions. Est-ce que parmi nous, nous avons des agriculteurs ou agricultrices? Je me permets de me mettre dedans. Ouais, on est 4, c'est bien. Plus que la représentation nationale. Est-ce que nous avons des gens qui travaillent dans l'univers du soin parmi nous? Ah, une. Non, elle disait bonjour. Ah. Très bien. Ok. Ah ouais. Et on se demandait aussi si parmi nous, vous, il y avait des expérimentateurs, expérimentatrices de dispositifs de démocratie alimentaire, que ce soit SSA ou autre. Voilà. Bah, c'est chouette. Je ne demanderai pas s'il y a des mangeurs, puisqu'a priori, on essaye de le faire tous au moins une fois par jour. On est tous mangeurs. On s'excuse puisque Marie ne pourra pas être présente parmi nous. Elle a eu un problème personnel, donc elle vous présente ses excuses pour son absence. Donc on va commencer par Thierry qui va se présenter. Oui, donc Thierry, bon, je me mets debout finalement, bon, coprésident de la sécurité sociale de l'alimentation Alsace. Ce qui m'a interpellé évidemment pour venir m'intégrer là-dedans. Bon, je suis juriste de formation pour me présenter brièvement et très longtemps engagé dans le combat de la consommation. À la limite, j'ai souvent raison trop tôt. C'est ça qui m'ennuie un peu beaucoup. Notamment, j'ai été secrétaire général de Action Consommation, qui était une ancienne association de consommateurs sur les produits bio, etc., etc. Et on avait raison 20 ans trop tôt. Bon, mais ceci dit, effectivement, quand on parle de santé globale, bien entendu, parce qu'on parle de santé au sens du terrain et non pas de soigner, parce que l'alimentation, c'est déjà se prendre en charge soi-même, c'est pouvoir choisir son cadre, etc., etc. Et c'est donc en ce sens-là qu'on va se poser les questions. Qu'est-ce que l'on peut atteindre au niveau de faire des expérimentations de ce genre de choses, puisque nous sommes souvent accompagnés par des chercheurs, par des professionnels de santé, etc., etc., et qui aident l'expérimentateur à se former surtout et accéder à des produits de qualité autant que faire ce possible naturellement, et avec des partenaires choisis. Voilà, ce sont donc les piliers de ces expérimentations. Et surtout dans un cadre de démocratie interne, qui est essentiel pour faire vivre tout ça. Voilà. Merci Thierry. Peut-être en quelques mots replacer santé globale. Pourquoi on a voulu aborder cette thématique dans ces 2 journées. Je crois qu'elle revient demain en plénière. C'était de se dire comment, par justement ces dispositifs de démocratie participative que doit être la sécurité sociale de l'alimentation, on fait un choix de société vers un type d'agriculture ou vers un type de pratique, et comment toute la société, agriculteurs inclus et ou travailleurs de l'agriculture d'ailleurs, sont inclus dans ce processus, et comment on peut essayer d'aller vers un mieux vivre ensemble, que ce soit qualité de l'air, qualité de l'eau, et a fortiori qualité de l'alimentation et impact que ça pourrait avoir sur la santé. Donc voilà un peu, moi je m'appelle Marie-Océane, je suis viticultrice diversifiée, concept étrange, mais l'idée est de ne pas séquestrer des terres que pour faire du vin.
mais aussi essayer de faire des productions alimentaires sur le même terrain. Voilà, et puis je suis engagée dans différents collectifs, y compris, et donc l'acronyme qui était sur le programme pour moi, c'est CREFT, c'est Centre de recherche, d'études et de formation des taurins. Parce qu'en fait, avec le jeune homme à casquette en face de moi, là, sur sa ferme, on a fait le choix de se dire, eh bien, pour une fois, la recherche, c'est nous qui allons en être les commanditaires. Et on va essayer d'agglomérer des communautés de chercheurs autour de nos sujets. Donc voilà, c'est babillant, ça fait 1 an que ça existe, et voilà, on essaye de commencer là-dessus. Donc moi, je voulais porter vraiment la part agricole de cette question, puisque je pense qu'on ne peut pas parler santé globale sans venir aborder tous les sujets agricoles qui agitent un petit peu le monde ces derniers temps. Donc les règles, l'usage des pesticides, comme l'a très bien dit Jean-Claude tout à l'heure, ce modèle agricole qui est basé sur le triptyque semences et animaux un peu modifiés, chimie et machine, et tous les dégâts qu'on voit que ça peut avoir sur notre milieu de vie et la qualité de notre alimentation. Donc voilà, moi c'est de l'endroit d'où je vous parle, et j'aimerais qu'on vienne interroger comment on fait démocratie en fait tous ensemble autour de ces sujets-là. Voilà. Donc il nous manque le médecin, malheureusement, enfin Marie, dont la thématique de thèse était la sécurité sociale de l'alimentation et comment les centres communautaires de santé peuvent être un acteur de terrain relais de ces questions de santé globale sur les questions d'alimentation. Donc il va manquer un petit bout effectivement de la discussion, mais voilà, on voulait prendre peu de temps pour nous, pour que y ait des gens de la salle qui puissent participer, interroger ou témoigner de leurs endroits. Donc n'hésitez pas. Je saisis la balle aux bombes sur les centres communautaires de santé, parce que je ne suis pas soignante, mais je suis membre d'une coopérative qui est un centre de santé communautaire, et donc il y a effectivement un ancrage au sein d'un quartier populaire qui a toute une réflexion sur les composants évidemment de la santé, et c'est vrai que sur l'alimentation il y a un travail qui est fait, pas suffisant, mais qui commence à se faire. Puisque j'ai le micro, je voudrais dire qu'il y a, de mon point de vue, il y a la question des producteurs, de la production des pesticides, etc. Mais il y a tout un champ énorme de l'alimentation qui est le problème de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, on est empoisonné par l'agroalimentaire, le diabète, je vais pas faire. Jean-Claude a très bien parlé du sel, du gras, du sucre et tout ça, mais vraiment c'est tout un champ. Et aujourd'hui, c'est vrai que le travail avec les caisses, les expérimentations sur l'alimentation, on a plus envie d'aller travailler avec les producteurs, pour de la production durable. Et je ne sais pas comment on peut attaquer le champ de toute l'industrie agroalimentaire. Ouais, il me semble que c'est un comment on dit, un truc qui est pas assez visible pour l'instant. C'est un impensé. Je sais pas ce mot-là. Enfin, quelque chose. C'est un trou là. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une véritable tentacule. À savoir, quand on regarde la grande distribution et toutes les filières qui tournent autour de la grande distribution, l'ensemble de ces acteurs représentent 80% du commerce, de l'alimentation. Les petits producteurs, 20%, donc ce qui est assez réduit. Et les gros producteurs qui sont dans l'agrobusiness sont regroupés autour de 5 centrales d'achat. C'est dire un peu le phénomène que ça représente. Mais alors à la fois, pour eux, c'est une force parce qu'ils ont ça pour tout rassembler, mais en même temps, c'est une faiblesse. Pourquoi? En cas de conflit, il suffit qu'une puissance étrangère localise bien les points de ravitaillement, les centrales d'achat, il lance des bombes dessus, et là, vous savez ce qui se passe. Eh bien, toute la production est en panne complètement. Et ça, évidemment, nous, on doit le cultiver, ça, comme force, ça. Et oui, il
faut retourner à un autre avantage, cette histoire-là. Mais il faut en avoir conscience. Parce que du coup, grâce à ce système-là, et à cause de ce système-là, cette grande distribution et les intermédiaires s'entendent entre eux pour faire pression sur les petits producteurs pour leur tirer les prix les plus bas, malgré les lois Egalim qu'on a en France. Et voilà. Voilà ce que vous pouvez répondre à ce sujet. Mais le débat reste ouvert. Effectivement, merci Thierry. Je rajouterais que côté agricole, vu qu'on essaye de récupérer un peu de la valeur ajoutée, on réfléchit à l'hypothèse de monter des petites unités localisées de transformation, parce que tout le monde n'a pas le temps de cuisiner, tout le monde n'a pas forcément le savoir-faire ou l'envie. Et voilà, donc peut-être dans nos régions, réfléchir à du circuit semi-long avec des transformateurs intermédiaires, mais où l'outil de transformation pourrait devenir des coopératives pour de la réappropriation sociale. Donc il y avait... attendez, parce qu'il y a eu 6 mains qui se sont levées, j'essaye de le faire comme à la boucherie, dans l'ordre. Bonjour. En travaillant avec la CAF, nous, dans Lyon, on a appris que en Côte d'Or, c'est une entrée, comme quoi, quelquefois, ça fait son chemin, le problème du bio. Donc, ils vont mettre en place un label de maison maternelle où seront livrés des produits bio pour la cantine des enfants. Donc, c'est peut-être quelque chose qui sera après adopté dans Lyon. Après, c'est toujours un problème de budget. Sinon, une autre facette du problème, c'est que comme nous, on se dirige vers le bio, enfin, on est vers le bio et qu'on contacte beaucoup de gens, on a été contacté par l'ARS qui nous a fait toute une visio où la personne a beaucoup parlé pour nous dire finalement, il faudrait que vous vous mettiez en relation avec les centres professionnels de santé qui sont dans votre département et de faire du lobbying entre guillemets. Bon, moi j'ai assisté il y a quelques années, l'ARS avait fait une petite vidéo en direction des médecins hospitaliers pour dire comment se passaient des perturbateurs endocriniens. C'était une super vidéo qui a dû rester très confidentielle. Je ne sais pas ce que les médecins hospitaliers en ont fait. À l'époque, j'avais demandé pourquoi ce n'était pas donné à tous les médecins généralistes, que dans tous les cabinets des médicaux, il y ait au moins un affichage, même papier. Il ne m'a pas répondu. Et au bout de quelques années, c'est quand même un professeur de neurologie de Dijon qui avait pondu ce truc-là. Et c'est dans les oubliettes. Et pour le connaître, il fallait aller à la rubrique ARS, environnement. Personne n'avait accès à ça. Et donc, on nous renvoie, en fait, on a l'impression qu'il y a des grosses machines qui se mettent en place et qu'on délègue aux acteurs locaux qui s'intéressent au problème de faire école avec des petits moyens comme les nôtres, alors que l'ARS aurait le moyen de mieux diffuser ce genre de sujet. Donc, on voit deux aspects. Un département qui va peut-être prendre la CAF, qui va prendre les choses en main. Il y a aussi des discussions avec les CPM pour faire des ordonnances vertes pour les femmes enceintes. Donc, c'est des petites choses, mais c'est loin d'être généralisé. Donc, voilà. Bonjour. Moi, j'avais une question. Vous avez un peu répondu, vous avez abordé une partie de ma question, mais on a parlé dans les sessions précédentes des espaces d'interconnaissance entre mangeurs-mangeuses et producteurs-productrices. Et j'ai l'impression que souvent, dans nos espaces de démocratie alimentaire, on oublie aussi d'inviter des acteurs de la santé. Il y a vous avez parlé des ordonnances vertes, il y a des endroits où on lit un peu mieux santé, mais je m'interrogeais sur, dans peut-être des expérimentations sur les territoires, quel lien vos caisses ou vos comités ou vos dynamiques ont avec les acteurs santé et comment vous les invitez autour de la table et pour continuer ces échanges entre des personnes qui ont des visions différentes. Thierry, tu voulais répondre? Oui, alors je voulais préciser aussi une chose pour répondre. C'est que au niveau des acteurs de santé, c'est nouveau, ça vient de sortir, mais France Asso Santé sont en train de se saisir de la problématique de l'alimentation, ce qui est bienvenu naturellement. Et donc tous les gens qui approchent de près ou de loin à France Asso Santé ont intérêt à se saisir de la problématique parce qu'enfin ça rentre là-dedans. Et France Asso Santé touche énormément d'acteurs, que ce soit dans le monde associatif envers les associations de personnes malades, handicapées, ou différentes pathologies, etc., mais aussi qui approche le corps médical.
Et donc, voilà, on peut lier via France Asso Santé l'ensemble de ces acteurs. Et je pense que c'est pas mal venu dans ce contexte-là. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Moi, je voulais ouvrir la focale et donc, en plus de la casquette de la coprésidence, comme Thierry, de la sécurité sociale et de l'alimentation, moi, je suis enseignante-chercheur et j'ai essentiellement travaillé sur les enjeux de renouvelabilité de la ressource en eau. Je m'arrête là. Et en fait, un des grands impensés autour des systèmes alimentaires, évidemment, en agriculture, ça nous apparaît très évident, la question de comment est-ce qu'on aborde la ressource en eau, comment est-ce qu'on en prend soin, comment est-ce qu'on la revitalise. Mais en fait, ce sont tous les acteurs du système alimentaire, c'est-à-dire au moment de la transformation, vous avez besoin de laver vos légumes, etc., de préparer des choses. Je ne vous explique même pas au moment de la transformation. Et dans le transport, la question de la navigation fluviale et maritime, elle n'est pas secondaire non plus. Je ne rentre pas dans les détails sur cette partie-là. On a besoin de comprendre que ces enjeux de santé, en fait, ils sont aussi en lien avec la santé de nos milieux naturels et donc d'ouvrir sur 2 autres points. Le premier point, il est assez rapide parce qu'il vient dans la continuité de ce qui a été dit dans la seconde discussion. Je n'étais pas là, mais je suis sûre que ça a été discuté. C'est que les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, ce qu'elles expérimentent, en fait, c'est d'abord la démocratie alimentaire. Donc cette expérimentation au sens expérientiel, c'est-à-dire que ce qu'ils vivent ensemble, c'est une expérience vécue, intime, de qu'est-ce que c'est que cette démocratie alimentaire. Et cette démocratie alimentaire, elle passe par quelque chose qui est hyper important, en fait, c'est cette construction de la connaissance de cause, de qu'est-ce que sont les systèmes alimentaires et de qu'est-ce qu'ils induisent, à la fois sur la question environnementale, mais également quelles sont les conditions de travail de tous les travailleurs des systèmes alimentaires. Parce qu'on a à juste titre beaucoup parlé des agriculteurs et des ouvriers agricoles, mais il y a tous les travailleurs des systèmes alimentaires aujourd'hui qui sont maltraités. Pas seulement les magasiniers, les caissiers, les gens dans les abattoirs, etc. Vraiment, toute personne en fait qui aujourd'hui travaille dans le système alimentaire, dans les cantines, ne sont pas considérées à la juste mesure alors que c'est une place absolument centrale. Et donc autour de cette connaissance de cause, eh bien, aujourd'hui, encore trop en deçà, on a des approches qui sont un peu de l'ordre de l'injonction, qui apparaît assez évident, de forcément manger bio, ça sera mieux pour nous. Et nous savons dans les études les plus récentes que l'enjeu, c'est la question de la microbiologie des sols. Et les micro-organismes dans les sols jouent un rôle clé à la fois sur la question de la renouvelabilité de la ressource en eau, mais aussi parce que c'est le système immunitaire en fait des plantes. Et quand les plantes sont en meilleure santé, tous ceux qui vont manger les plantes, donc nous, mais aussi les animaux que nous allons manger, vont être en bonne santé. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième, qui nous manque, en fait, c'est comment est-ce que cette médiation scientifique, elle peut être transmise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recherche scientifique, elle a été captée aussi par les acteurs des systèmes alimentaires. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à obtenir des résultats de recherche, un petit peu comme, vous savez, ces grandes organisations de tabac qui disaient, en fait, il y a un doute. Non, en fait, il n'y a pas de doute. C'est scientifiquement prouvé et statistiquement avéré que ces techniques de production de ces denrées alimentaires font quelque chose qui est comestible, mais ça n'est pas de la nourriture, c'est autre chose. Et un des enjeux autour de ce droit à l'alimentation, en tout cas qu'on essaie d'organiser, de cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est aussi comment est-ce que nous pouvons saisir les moyens d'une politique publique que nous voulons voir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise une puissance politique populaire qui ne soit pas à la mise seulement et à la main des géants de l'agro-industrie. Mais je voulais également parler de lutte ou d'affaires emblématiques concernant les salariés, effectivement l'agroalimentaire. Je crois que le cas de Trescalia en Bretagne a été évoqué. Voilà, c'était une longue lutte dans lesquelles les camarades de Solidaires ont été impliqués pour soutenir les salariés. Voilà, donc c'est un scandale sanitaire aussi. Donc on bosse avec des collectifs de médecins aussi militantes et militants, des associations comme la FNAT, Fédération nationale des accidents du travail et handicapés, des associations, voilà, Bernardo Ramazzini sur les cancers professionnels aussi. Et il y a aussi
chaque année, au mois de mars, à la Bourse du Travail, des assises sur la santé au travail qui réunissent à la fois des syndicalistes, des collectifs militants. Et donc, il y a plein de témoignages là-dessus, justement sur ces salariés. Et également aussi une réalité coloniale ou post-coloniale, on peut l'appeler comme on veut, hein, dans les Antilles, avec le chlordécone, hein, le scandale. Voilà. Il y a aussi des salariés et évidemment une population entière avec des perturbateurs endocriniens, c'est ça, sur des générations. Enfin voilà, donc c'est aussi des scandales sanitaires, mais qui touchent aussi en premier lieu des salariés, puisque les chlordécones, c'était les salariés dans les bananeraies qui bossaient, quoi. Oui, je vais répondre sur cette question de chlordécone parce qu'effectivement, en tant que juriste, j'ai été saisi de cette problématique un paquet d'une vingtaine d'années de cela. Et dans les rapports que j'ai pu consulter, non seulement les agriculteurs qui faisaient donc les planteurs qui étaient dans ces bananeraies étaient intoxiqués par le chlordécone, mais aussi la population, parce que les terres de ces Antilles sont incultivables tellement elles sont infestées de chlordécone. Carrément, c'est un poison à retardement, c'est du cancer généralisé, il faut être très clair là-dessus. Oui, je voulais un peu illustrer ce que disait Somac. L'appareil agro-industriel qui fournit le gros de l'alimentation aujourd'hui, il est dans le même état d'esprit par rapport à la matière alimentaire que ce qu'étaient les partisans de l'OGM, équivalent matière. Voilà, et je pense que c'est une des grosses limites du Nutri-Score. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, enfin, c'est quelque part une arnaque quand même, le Nutri-Score. Et la meilleure preuve en est qu'il y a des gens à l'INRA qui bossent sur la question de l'ultra-transformation et qui montrent que c'est extrêmement néfaste. Et ça a été proposé que ce soit obligatoire à l'étiquetage. Et ça a été refusé. Voilà. Il y avait d'autres mains levées tout à l'heure. Je voulais revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure par rapport à la transformation des produits bruts finalement. Alors je voulais dire deux choses par rapport à l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, Mettons du cœur dans les épinards. Elle fait d'autres choses et notamment avec les adhérents, ils font du glanage de fruits, de légumes, et ils transforment ça en conserve. Donc ça peut être par exemple du jus de pomme qui est ensuite vendu sur le marché dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a des petites choses qui peuvent être mises en place assez simplement finalement, parce que ça ne demande pas énormément de moyens. Là, en fait, quand ils font leur transformation, ils sont dans une salle des fêtes. Et moi, à titre personnel, j'étais enseignante, je ne le suis plus, je suis en train de me reconvertir. J'ai créé une entreprise où je transforme des produits locaux, enfin essentiellement locaux et bio quand c'est possible, en produits d'épicerie. Parce que je suis sensible à tout ce qui est santé. Justement, je suis maman de 3 enfants et je trouvais ça hyper important pour mes enfants de savoir ce que je mettais dans leur assiette en fait. Et du coup, j'avais pris l'habitude de faire du fait maison. Et puis après, il y a plein de gens qui m'ont dit c'est super bon, tu devrais faire goûter. Et le fait de travailler avec des producteurs locaux et de produire des produits qui plaisent, ça permet aussi de sensibiliser justement les gens que c'est important de manger du local et du sain. Et je pense que c'est important que ça se fasse à un niveau bas de l'échelle politique, donc à notre niveau à nous, et que je pense que c'est par nous en fait que le changement il va commencer à se mettre en place. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonjour, merci beaucoup pour les discussions qui sont passionnantes pour le moment. Moi je suis Axel Molina, je fais partie d'un collectif militant qui s'appelle Pour une écologie populaire et sociale. Et à côté de ça, je suis aussi chercheur en éthologie, je m'intéresse à la communication animale, entre autres. Et du coup, je voulais vous poser une question collectivement sur justement les questions de santé non humaine de façon générale, écosystémique ou pour les animaux en tant qu'individus, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des réflexions sur ces aspects-là qui sont faits dans le cadre des expérimentations de la SSA et aussi, plus précisément peut-être, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place, des techniques ou autres qui sont mis en place autour de ces enjeux-là? La question, elle n'est jamais abordée de manière aussi frontale. C'est-à-dire la santé vétérinaire, elle est beaucoup plus interrogée sous l'angle du bien-être animal,
en réalité dans les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation que sous une vision écosystémique. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, l'essentiel des discussions aujourd'hui, elle est plutôt concentrée sur les questions liées aux pesticides. Et si on prend encore juste du recul par rapport à ça, et ça, c'est des choses qu'on commence à entrevoir dans les expérimentations, c'est un petit peu, ça va vous sembler évident, mais tout ce qu'on paye aujourd'hui dans le système de santé qui est curatif, suite à ce que Dominique disait tout à l'heure sur le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, et en fait, nous savons qu'aujourd'hui, l'essentiel des maladies dites modernes, civilisationnelles, qu'on appelle même des épidémies alors que ça n'est pas contagieux, sont liées à l'alimentation. Et nous payons cela toutes et tous très cher. Ça pèse très lourd dans notre système de santé. Parce que les diabétiques, ils sont souvent dialysés, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails qu'il y a derrière. Et ces enjeux sanitaires, ça n'est pas aux personnes concernées qu'on leur demande comment est-ce qu'ils souhaitent être soignés ou traités. Ce sont les géants de l'agro-industrie d'un côté et de l'autre côté de la pharmacie qui répondent à ces questions-là. Et la question fondamentale, et donc je fais encore un pas de côté en fait pour répondre après à votre question, et Marie-Océane l'a dit tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on réfléchit sur les enjeux de répartition de valeur. Eh bien, la valeur n'est pas répartie à l'endroit de celles et ceux qui permettent à ce que notre système réponde à ces enjeux de subsistance. Celles et ceux aujourd'hui qui vivent de la contribution de chacune et de chacun sont littéralement dans des logiques de parasitisme. Je ne vais pas plus loin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, pour en revenir à cette question, c'est justement parce que nous sommes tellement éloignés de nos milieux de vie qu'on se pose que les questions du curatif et non plus du préventif. Dans toutes les sociétés traditionnelles, ce que je vais appeler les peuples premiers ou les peuples autochtones, ils savent à quel point, en fait, ils n'ont pas un rôle de protecteur vis-à-vis de la nature. Jamais ça leur viendrait à l'idée que ceux qui protègent la rivière ou la montagne, et que pour qu'elle soit en bonne santé, il ne faudrait plus être en interaction avec elle. Pas du tout. Ils pensent toutes et tous, puisque vous êtes éthologues, que c'est elles, les montagnes et les rivières, qui nous protègent. Ce sont elles qui nous fournissent l'alimentation, l'oxygène dont nous avons besoin, et tout ce que nous pouvons faire en contrepartie de ce don qu'elles nous donnent, c'est de prendre soin d'elles. Et donc, pour pouvoir prendre soin d'elles, nous avons besoin d'avoir cette approche en santé globale, et c'est possiblement quelque chose qui est tellement intégré pour nous que nous ne le pensons plus, et c'est là-dessus que je vais terminer. L'un des grands enjeux, c'est que dans ces peuples autochtones et ces peuples premiers, c'est qu'ils ont un rapport à l'invisible qui est beaucoup plus qualitatif, qui est beaucoup plus direct, parce que leurs enjeux premiers sont des enjeux de subsistance. Dans les sociétés modernes, nous avons aussi des entités invisibles qui nous régissent très fort, mais que nous ne pensons pas comme telles. Vous pouvez les appeler l'État, la loi, la monnaie. Et en fait, tant que ces entités-là invisibles ne sont plus des entités naturelles, mais des entités de l'ordre de ce que je vais appeler la science et la technique, eh bien, ça nous éloigne de ces enjeux de subsistance. Alors, je vais compléter ce que tu viens de dire, Somac, à savoir le fait de l'éloignement de nos lieux de production et des lieux de consommation va induire aujourd'hui qu'on utilise massivement notamment les plastiques, et notamment l'un des composants des plastiques qu'on appelle les phtalates. Et les phtalates, c'est vraiment un perturbateur endocrinien, etc. Donc, on continue à s'empoisonner alors qu'on aurait à reprendre la production du verre pour la conservation des aliments en lieu et place du plastique. Aujourd'hui, par exemple, les bouteilles d'eau qu'on trouve de tous les côtés contiennent des phtalates. Pareil, c'est un piège. Alors, on veut nous dire, buvez de l'eau, mais d'abord, buvez de l'eau au robinet, déjà. C'est déjà pas mal. Ben oui, mais bon, soyons de gros bon sens. Bon, c'était une boutade, voilà. Merci. Du coup, ça va être un peu moins poétique que ce que vient de faire SSA Alsace. Pour revenir sur le sujet de la santé et la SSA, moi, ça m'intéressait beaucoup de travailler sur ce sujet-là. Peut-être pour revenir un peu en arrière, le positionnement des acteurs de la santé sur la SSA, il me questionne beaucoup.
Juste pour revenir un peu rapidement et donner quelques anecdotes, c'est le ministère de la Santé qui était chargé d'être rapporteur de la proposition de loi sur les expérimentations inspirées de la SSA l'année dernière, ce qui veut dire aussi de comment est perçue cette question-là du côté des politiques nationales, c'est vraiment du domaine de la santé. De la même façon, je pense que si vous vivez à l'échelle locale, il y a une focale de plus en plus importante qui est mise sur l'alimentation du côté des acteurs de la santé, notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. C'était un axe qui était assez peu développé. On parlait beaucoup des enjeux agricoles, on parlait beaucoup des enjeux d'économie alimentaire et assez peu des enjeux de santé. Moi, j'ai l'impression que cette dernière année, il y a vraiment une focale qui est mise sur ce sujet-là, à la fois parce que c'est très important et aussi parce que c'est très consensuel. C'est comme les questions de restauration collective, ça permet de faire parler de plein de sujets. Du coup, je pense que c'est important de mentionner cette montée des enjeux-là autour de l'alimentation et de voir aussi une forme de repositionnement des acteurs de la santé sur ces sujets-là. L'alimentation, historiquement, les acteurs de la santé, ils l'abordent avec l'angle nutrition. C'est ça leur angle principal. En fait, la transversalité des enjeux autour de l'alimentation les amène à aller au-delà des sujets de la nutrition. Pourquoi ça peut interroger et parfois confronter, être source de tension avec les initiatives inspirées de la SSA, c'est que cet angle nutrition, il peut être parfois assez prescriptif ou prescripteur de façon de consommer. C'est aussi pour ça que moi, à titre très personnel, parfois le positionnement des acteurs de la santé m'interroge sur, c'est souvent eux qui vont donner des cours de nutrition ou faire des ateliers cuisine avec les personnes en précarité parce qu'ils ne savent pas manger. Du coup, c'est aussi un biais qu'on ne peut pas omettre sur ce positionnement des acteurs. Ça bouge, mais je pense que c'est aussi important, notamment au vu du fait que la démocratie est au cœur des expérimentations et que du coup on ne peut pas, je repense à une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec justement un acteur de la santé qui me disait mais comment on s'assure que le conventionnement il va conventionner des produits sains? Eh ben, je peux pas vous l'assurer. C'est aussi ça, c'est de se dire qu'en fait, on n'est pas certain d'aller vers ces produits-là. Et voilà, c'était aussi mettre un peu en visibilité ces éléments peut-être de discordance entre acteurs de la santé et expérimentateurs de la SSA. Et du coup, je réappuie la demande de Margot sur en fait comment vous, dans vos expérimentations, ce lien avec les acteurs de la santé, il s'est fait. Moi, j'ai quelques visibilités de dire il y a parfois des diététiciens qui sont allés intervenir pour parler de nutrition avec les citoyens, mais est-ce qu'au-delà de ça, vous avez des liens avec d'autres acteurs? Nous, je trouve que c'est intéressant aussi en termes de retour d'expérience de voir comment ça s'est fait, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent apporter une réponse directe à cette question sur comment c'est englobé dans les expérimentations ou pas? Et dans ce cas, on est désolé, mais ça veut dire qu'il faut porter cette question là où il y a d'autres expérimentations, parce que j'ai l'impression qu'en fait, les expérimentations locales se sont un peu échappées de la salle à la fin de la dernière un petit peu, ça va être un petit peu abordé. Merci pour m'avoir donné le micro. Moi, je vais aborder plusieurs points parce que c'est assez riche. C'est dommage qu'on n'ait pas le médecin, mais c'est assez riche. Donc, merci pour ces échanges. Je vais commencer par une référence culturelle. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film Goliath, qui parle justement du lobbyisme des pesticides et à quel point vraiment c'est incroyable comment se construit le discours qui remonte jusqu'au gouvernement pour vraiment faire passer un seul message qui est effectivement il y a un doute. Donc ça revient vraiment là-dessus. Je vous invite vraiment à le voir. Il est très facile à voir. Il y a Pierre Ninet qui joue. Toujours. C'est plutôt chouette. Mais vous allez voir, je vais revenir sur ce sujet du lobbyisme en fait à la fin. Moi, je fais partie de la caisse alimentaire de Montpellier. Donc, je suis citoyenne, tout simplement. Et en fait, on nous a demandé, on a eu un gros financement dernièrement, et on nous a demandé justement à savoir si dans notre grille de critères, il y avait des critères en lien avec l'environnement et tout ça. Et ça, c'est même une sorte de réserve qui nous est mise pour savoir si on peut avoir la totalité de l'enveloppe budgétaire promise, qui est une belle enveloppe, qui va jusqu'à 2029, donc on a de la visibilité, ce qui était super cool. Ce qui n'est pas le cas de toutes les expérimentations, on en a bien conscience, et c'est notamment poussé par le ministère de la Santé, effectivement, qui veut savoir s'il y a une logique de préservation de l'environnement, en tout cas de prise en compte de ces sujets-là. Aujourd'hui, on cherche à toucher des foyers qui, c'est un autre sujet, mais il y a toujours ce lien, ce fil rouge. On cherche à toucher des foyers plus aisés, on se dit peut-être qu'en ayant un argument santé qu'on n'a pas du tout cherché à développer aujourd'hui, peut-être que ça nous permettrait de toucher des foyers pour que ce ne soit pas forcément du militantisme comme les foyers qui sont actifs aujourd'hui et qui investissent mais qui n'ont pas forcément la disponibilité monétaire pour surcotiser, on va dire. Mais peut-être que certains foyers avec l'argument santé, ça pourrait être un levier.
On est en train de l'envisager seulement maintenant. Et on s'est demandé à quel point on pourrait le construire avec des médecins, parce que, a priori, on n'a pas forcément beaucoup de médecins ou de personnes dans le soin, à proprement parler, au sein du comité citoyen. Et hier, moi je suis hébergée à Paris par une femme retraitée qui était médecin, et je lui en ai parlé, elle m'a dit « Waouh !» Et je reviens donc au sujet du lobbyisme. En vérité, il y a beaucoup de spécialités qui sont très cul et chemise avec les lobbies. Avec les lobbies pharmaceutiques en particulier. Elle se pose vraiment des questions par rapport à sa spécialité, à quel point certains traitements ne viennent pas déclencher d'autres pathologies en fait. Mais je ne pourrais pas rentrer dans les détails, donc désolée, c'est vraiment pas mon métier. Ce serait à discuter avec elle ou avec des professionnels de santé et aller vérifier l'info. Mais elle se disait, moi je dirais que c'est plus vis-à-vis de la médecine intégrative, donc tout ce qui est homéopathie ou naturopathie, a priori c'est des médecins qui seraient en capacité et qui ne seraient pas biaisés par des intérêts économiques et donc de lobby, qui pourraient nous aider à construire cet argumentaire et qui seraient vraiment à nos côtés et pas à moitié-moitié. Voilà. J'ai terminé. Merci beaucoup. Oui, juste peut-être une petite note positive. Donc, on a un petit recul sur une expérimentation de SSA d'une année au Kremlin-Bicêtre. Et une des personnes avait découvert, avant de faire partie de ce programme, de cette expérimentation, qu'elle était diabétique et qu'elle devait subir un traitement. Le fait de manger des légumes bio, etc., a fait que cette année, elle n'a pas besoin de faire son traitement diabète. Donc voilà, ça nous donne un petit peu de baume au cœur et nous donne envie de continuer. Merci beaucoup. Moi, je vais rebondir tout à l'heure sur le glanage. C'est pas que je veuille rajouter de l'huile sur le feu, mais je sais pas si vous êtes au courant là de la dernière étude de France Nature Environnement, qui dit que attention sur les fruits qui traînent dans la nature, parce qu'en fait ça chope tous les pesticides qui traînent dans les nuages. Donc le glanage, penser que c'est propre, c'est peut-être un biais. Et deuxième truc que je voulais vous apporter sur santé des animaux et santé des écosystèmes, en fait c'est des questions qu'on se pose dans le milieu agricole, dans les milieux techniques, parce que comme Somac l'a dit tout à l'heure, c'est la microbiologie qui est au cœur en fait de nos systèmes vivants, qu'ils soient agricoles ou pas, et donc on se pose la question de comment on va remettre ça en route, parce que c'est tellement dégradé que de se dire bon, on laisse faire, ça marche pas. On a essayé, mais ça marche mal. Donc on essaye de mettre en place des techniques low-tech appropriables et puis de les diffuser au max dans nos milieux pour que ce soit de plus en plus fait. Mais comme je vous enjoins à faire vos propres lactofermenta pour votre santé personnelle, etc., puisqu'a priori, Marc-André Sellos dit qu'on mange pas de la salade, mais les bactéries sur la feuille de salade. Donc voilà, à s'interroger. Et puis pour la question économique, il y a les histoires d'externalités positives et de services écosystémiques qui sont soutenus par certains syndicats pour être rémunérés. Et je pense que peut-être il y a une piste là de tout ce qui, dans la santé, dans le système de santé pour l'instant est payé comme étant a posteriori, une fois que les pathologies sont développées. Si tout cet argent, on pouvait le mettre a priori, avoir une alimentation de qualité, ça peut peut-être être une piste de financement national. Quelqu'un avait levé la main. Oui, moi je voulais dire que le problème entre la théorie, tout ce que nous connaissons sur les effets de la malbouffe, mais pour sensibiliser les gens, certains publics, il faudrait avoir un moyen de dire les choses très simplement. C'est pas toujours facile à intégrer, leurs préoccupations sont pas forcément dans ce sens-là. Il y a évidemment les préoccupations financières, et la SSA peut y répondre. Et moi, je voulais parler d'un truc, alors ça dépend si vous avez les moyens de le faire, mais il y a les défis famille à alimentation positive, qui sont peut-être des façons de faire comprendre aux gens qu'au bout, avec un accompagnement, qu'au bout de quelques mois, leur budget peut être transformé avec le même montant vers une alimentation plus durable. Et la mise en place de cours de cuisine aussi, parce que nous, pour être allés dans des maisons de quartier
on a rencontré des gens qu'on disait mais acheter des pommes de terre ça coûte pas cher, etc. Mais moi je mange de la purée mousseline. Donc il y a toute une éducation de simplicité. Et effectivement en plus les gens ont une vie, même des gens qui ont les moyens, une vie un peu trépidante et pas trop le temps de faire de la cuisine. On rêverait peut-être, comme certaines productions d'insertion font du maraîchage, etc., qu'il y ait des restaurants qui pourraient permettre d'acheter près des gares, près de l'alimentation correcte, intéressante. Mais franchement, il faut vulgariser tous les sujets dont vous parlez. Peut-être que la loi du plomb a un peu arroser les esprits, je ne sais pas, mais c'est très compliqué de vulgariser les choses telles que... Et d'autre part, les médecins, je pense qu'ils n'ont pas trop de formation sur la médecine environnementale. Ça ne commence que maintenant, et encore un peu sur le thème du volontariat, donc c'est un autre sujet. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les services environnementaux, et donner un exemple. Je ne suis pas du tout experte du sujet, mais c'est un sujet que j'aimerais creuser, et s'il y a des personnes qui connaissent. C'est sur les paiements pour services environnementaux. Et j'ai un exemple, actuellement, il y a un gros consortium qui se monte qui s'appelle Seine Nourricière, du Havre jusqu'à Paris, avec différents axes. Et un des axes, c'est justement mettre en place paiement pour services environnementaux. Donc voilà, c'était juste une piste que j'aimerais bien connaître davantage. C'est toujours un peu touchy, je suis d'accord avec toi Somac, c'est que souvent c'est pris par les gros qui savent que ça existe et puis ça fait des trucs un peu bizarres dans la réalité des choses. Il est 12h30, on est censé avoir encore 45 minutes pour nous nourrir avant les conférences de cet après-midi. On peut rester là, hein, moi j'ai pas de soucis, je mange qu'une fois par jour donc ça marche. Moi je voulais rebondir sur plusieurs petites choses qui ont été dites ou des questions. Tout à l'heure, je me rappelle plus ton prénom, mais tu posais la question, je crois, de comment la SSA peut assurer la bonne santé. C'est un peu ça, ou j'ai mal peut-être compris très bien. C'était plutôt savoir comment dans les expérimentations sont intégrés les acteurs de la santé. Oui. Donc je reviens sur l'association Mettons du cœur dans les épinards. En fait, là, ils sont en train de réfléchir à comment ça va évoluer et à se poser justement la question de comment ils vont sélectionner après les producteurs qui vont faire partie du marché, par exemple. Et on pourrait tout à fait imaginer que on se cible majoritairement sur du bio. Et manger bio, voilà, il n'y a pas de pesticides, donc au niveau de la santé, c'est finalement assez simple à mettre en place en faisant un choix de se diriger vers le bio. Après, je voulais rebondir aussi sur apporter aussi un petit peu de positif. Pour la sensibilisation, je pense que c'est important justement de sensibiliser par le positif parce que actuellement, je trouve qu'on essaie de nous sensibiliser, mais beaucoup par le négatif, en nous culpabilisant dans notre quotidien sur les gestes qu'on fait qui sont pas, par exemple, écolos ou qui sont mauvais pour notre santé. Et je trouve que c'est important d'essayer d'apporter du positif. Et aussi, là, on parle d'alimentation, et l'alimentation, c'est du plaisir aussi. Et passer par la gourmandise, le plaisir, pour dire aux gens, ok, là, il y a la possibilité de bien manger, de se faire plaisir, et en plus de préserver sa santé. C'est quand même quelque chose qui est essentiel, je trouve. Et d'arrêter de nous faire peur en fait et plutôt d'aller sensibiliser par le positif en fait. Et par rapport à l'éducation à la cuisine, je connais 2 associations qui travaillent là-dessus. Alors vers chez moi, il y a un café associatif qui s'appelle le Bidule, c'est dans l'Aisne. Et là, ils ont un projet de créer une cuisine justement pour apprendre à cuisiner aux gens qui veulent pas acheter de pommes de terre parce qu'ils savent pas quoi en faire en fait. Et l'idée, c'est de mettre en place des ateliers de cuisine pour apprendre aux gens à cuisiner. Et il y a aussi une autre association qui s'appelle Les Petites Cantines, il y en a une à Paris dans le 13e, qui propose aux gens de venir cuisiner des produits essentiellement locaux, voire des fois bio. Généralement c'est à base de végétaux, c'est pas trop carné ce qu'ils proposent. Et en plus ça crée du lien social. Moi j'ai participé à ça au mois de décembre, je sortais d'une période hyper compliquée, je sors de l'éducation nationale, c'était un petit peu déshumanisant tout ça. Et être allé là-bas, je me suis dit, en fait, il y a encore du positif dans l'humain et ça m'a fait énormément de bien. Et c'est un endroit possible où on peut apprendre à cuisiner local, et en créant du lien social aussi. Donc il y a des choses qui existent. Après, il faut qu'elles se développent encore. Mais voilà. Merci pour ces notes d'espoir. Non, mais on va s'arrêter là, je pense que tout le monde s'en va. Moi, c'était juste un petit coup de gueule personnel sur les messages de sensibilisation et d'éducation. Les pauvres savent déjà manger, ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à manger. Et du coup, je sens que c'est quand même un discours latent et je trouve que c'est
pardon, je suis émue. Je trouve que c'est fort alors qu'on parle de SSA, qui est quand même à contrario de cette idée-là, quoi. Du coup, juste, je mets une pièce dans la machine. Les pauvres n'ont pas besoin de savoir comment composer avec un petit budget et savoir cuisiner, ils savent le faire. Ils n'ont juste pas l'accès économique pour le faire, quoi. Merci. Et effectivement, ça fait partie de la violence de classe dont on parlait tout à l'heure sur la table du syndicalisme.